Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafraîche. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Alors, on va repartir pour l'actualité internationale. Oui, aujourd'hui, on va revenir toujours et toujours sur cette crise ukrainienne qui ne cesse d'inquiéter, si tu veux, la communauté internationale parce que on assiste à du chaud et du froid. Cette fois-ci, on a assisté. Il y a des Français qui font même déjà les TikTok à Vladimir Poutine que non, ne suis pas ce que Macron dit, nous on ne veut pas la guerre, quoi. Ils n'ont pas tort parce que déjà que le Mali est enlisé depuis 9 ans dans la crise sahélo-sahélienne, la crise djihadiste au Sahel, s'impliquer encore dans un conflit avec la Russie serait déjà pour les forces armées françaises quasiment suicidaire parce qu'en termes de puissance militaire, la puissance militaire russe est largement au-dessus de la puissance militaire française. Ça, on le sait. Mais c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre la France. La France estime qu'elle a un rôle central dans l'Union européenne et donc elle est un acteur majeur de l'Europe. Et donc à ce titre, elle ne peut pas ne pas s'impliquer dans la résolution de conflits comme celui qui oppose actuellement la Russie à l'Ukraine, étant donné qu'elle a des relations... On a l'impression que c'est la Russie, l'OTAN et les États-Unis. Non, il faut bien, pour que les auditeurs puissent vraiment saisir la situation, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté un pays qu'on appelle l'Ukraine, qui était une ancienne république socialiste soviétique, l'URSS, qui est sortie de l'URSS après la chute du mur de Berlin en 1989. L'Ukraine est partie officiellement en 1994. Mais lors de la sortie de l'Ukraine de l'URSS, il y avait un accord tacite entre la Russie et l'Ukraine qui était celui-ci. C'était que l'Ukraine rendait à la Russie la totalité des armes nucléaires qu'elle possédait, parce qu'il faut bien comprendre que durant la guerre froide, durant l'URSS, le plus grand arsenal de bombes nucléaires était stocké en Ukraine. Et pourquoi? Parce qu'en Ukraine, il y avait la plus grande base de sous-marins nucléaires russes, notamment dans la base de Sébastopol. C'est une base qui est située dans la mer Noire, qui est une zone stratégique pour la Russie. Et donc, comme c'est en Ukraine, et l'Ukraine donc avait voulu son indépendance, en échange, elle avait donc rendu à la Russie la totalité des têtes nucléaires qu'elle possédait, en échange d'une reconnaissance des frontières par la Russie. Et donc, la Russie, dans un premier temps, a accepté, sauf qu'en 2014, elle a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'elle estimait que le gouvernement ukrainien de l'époque, répandant au vent de vouloir à la fois entrer dans l'Union européenne et entrer dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc dans l'OTAN, ces positions ukrainiennes menaçaient, selon la Russie, les populations russophones qui vivent dans deux régions, donc la région de la Crimée et la région du Donbass. Et donc, ce qu'a fait la Russie, c'est qu'en 2014, de manière unilatérale, elle a tout simplement envahi la Crimée au nom de la protection des populations russophones qui étaient majoritaires, qui étaient là en réalité, sentant que l'Ukraine risquerait d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, il était hors de question de laisser à l'OTAN la gestion de la base de Sébastopol, donc la région de cette zone-là, parce que c'était aussi le seul accès de la Russie à la mer Noire, qui est une zone stratégique pour elle. Donc, pour Vladimir Poutine, au nom de la sécurité en réalité russe, il était hors de question que cette base militaire-là, parce que même après la sortie de l'Ukraine de l'URSS, il y avait toujours des sous-marins russes qui étaient basés à Sébastopol. Et donc, c'est ce qui a poussé Vladimir Poutine à s'emparer de la Crimée. Maintenant, il lui a donné une forme de légitimité, si tu veux, juridique et populaire, en disant qu'il envahit d'abord la Crimée et ensuite il fait organiser des élections pour demander à la population si elles acceptaient de repartir en Russie. Bien évidemment, plus de 99% selon les Russes qui avaient organisé cette élection, des Ukrainiens de Crimée avaient dit qu'ils préféraient repartir en Russie parce qu'ils se sentaient évidemment protégés par la Russie. C'est normal parce que ces populations, comme je l'ai dit, ce sont des populations russophones. Mais il faut bien comprendre que ces populations russophones, en fait, ce sont des populations qu'on avait fait migrer de force durant
les années 40, notamment par Staline. Staline qui voulait évidemment tuer tous les nationalismes locaux dans les zones. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des mouvements forcés, des migrations forcées des populations à l'intérieur de l'espace de l'URSS. Et c'est ce qui fait que la région de Crimée et la région de Donbass... Les pays qui terminent par temps, là, c'était des pays de l'URSS. Quoi? Les pays qui terminent par temps, Kazakhstan, Ouzbékistan... Oui, Tadjikistan, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là faisaient partie de l'URSS. Et donc, c'est ce qui explique que maintenant, en 2014, ils ont récupéré la Crimée en lui donnant l'artifice juridique que l'on voit. Sauf qu'à côté, il y a la région du Donbass, dans laquelle aussi il y a de très fortes populations russophones. Et ces populations, donc, après 2014, ont demandé, elles aussi, à faire sécession du gouvernement central de Kiev et de vouloir rejoindre aussi la Russie. Sauf que là, le gouvernement a refusé. Et c'est depuis 2014 qu'il y a une guerre larvée entre les sécessionnistes et séparatistes du Donbass et le gouvernement d'Ukraine. Mais il ne fait l'ombre d'aucun doute, et ça c'est un secret de polichinelle, on sait que la Russie soutient financièrement et militairement les séparatistes ukrainiens du Donbass. On sait même qu'il y a des anciens militaires russes ou des mercenaires même qui sont engagés par la Russie qui opèrent dans la région, ça on le sait. Et de l'autre côté, on a un gouvernement ukrainien qui ne cesse de brandir la menace justement d'un envahissement de la part de la Russie, parce que évidemment, elle souhaiterait que l'Ukraine reparte de force dans le giron de la Russie. Or, officiellement, Vladimir Poutine dit ceci, c'est qu'il estime que l'élargissement, pour lui, il y a eu un trop fort élargissement de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin. Parce que la Russie estime qu'elle se sent maintenant encerclée, plus ou moins, parce qu'il faut comprendre que la Pologne est membre de l'OTAN. La Pologne, c'est un ancien pays satellite de l'URSS. On a la Lituanie qui est membre également de l'OTAN. Et donc, il y a donc un certain nombre, et il y a d'autres pays qui prétendent, notamment la Géorgie, etc., qui veulent entrer dans l'OTAN. Et donc ça, la Russie, au nom de sa sécurité, pour une question de sécurité nationale, estime que donc elle se sent plus ou moins menacée par cette espèce d'encerclement, en guillemets, de la part des pays qui entrent dans l'OTAN. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que le principal contributeur de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. La plupart des bases militaires de l'OTAN sont administrées par les États-Unis. Et donc, les Russes ne sont pas dupes. C'est l'Ukraine qui est le pays donc le plus proche, et donc une partie serait proche d'une zone stratégique, c'est-à-dire la Crimée, dans laquelle il y a l'accès à la mer Noire. Donc, si en Ukraine, l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il y aura des bases militaires de l'OTAN et donc des bases américaines, entre guillemets, dans l'espace ukrainien. Et ça, la Russie ne le veut pas. Et elle veut comme antécédent, j'en ai parlé ici en 1962, on se rappelle la crise des missiles. Le blocus de Cuba, on étudie exactement. ça en terminale. Voilà. Donc on est un peu dans cette même configuration, c'est-à-dire que les arguments que les uns et les autres donnent, les États-Unis dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on a un pays, en l'occurrence l'Ukraine, qui souhaite intégrer une organisation à laquelle les États-Unis appartiennent. Et donc, au nom de la liberté pour cet État-là à pouvoir accéder à cette organisation, elle se sent donc responsable et donc souhaite aider ce pays tiers à entrer dans l'organisation. C'est ça, c'est la raison pour laquelle les Américains soutiennent le gouvernement de Kiev. Et derrière aussi, il y a des relents purement militaires et purement stratégiques, comme je l'ai expliqué. Avoir des bases en Ukraine, c'est vraiment... ce serait sur un plan stratégique une aubaine pour les États-Unis. Non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan du renseignement. Et donc ça, la Russie est parfaitement consciente. Et donc comme Vladimir Poutine, il est obsédé. Il faut savoir que Vladimir Poutine, c'est un pur produit de l'ancienne Russie. La Russie, c'est un ancien agent secret du KGB. Et donc lui, il a toujours été dans cette position mémorielle qui viserait à réinstaurer d'une quelconque manière que ce soit l'ancienne URSS. Si on ne le fait pas de manière factuelle, c'est-à-dire en envahissant les pays, on le fait en garantissant, si tu veux, une certaine limite en termes d'espace géographique qui serait infranchissable aussi bien pour les États-Unis que pour leurs alliés européens. Donc c'est ça un peu la vision dans laquelle Vladimir Poutine se trouvait. Et donc il est dans cette obsession-là. Et donc pour lui, il y a une ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou la menace des populations russophones qui se trouvent dans la région du Donbass. Maintenant, la grande interrogation est de savoir quel est le calendrier russe vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que l'envahissement que l'on brandit
que brandissent les Occidentaux, est-ce que c'est une réelle menace? Parce que c'est vrai, déjà on estime que selon les experts américains, il y a 100 000 soldats russes qui sont nichés au niveau de la frontière avec l'Ukraine et qui pratiquent des exercices militaires. La Russie dit qu'il n'y a pas 100 000 mais 60 000 soldats et que ces soldats font des exercices, font des manœuvres militaires comme le font n'importe quelles armées à travers le monde. Ils font des exercices pour s'entraîner et face à des scénarios potentiels d'envahissement ou d'invasion, etc. Donc pour les Russes, il est tout à fait normal que son armée organise des manœuvres dans cet espace-là qui fait partie du territoire russe, tout simplement. Or, derrière, on le sait aussi, on a vu une montée de la crise sécuritaire, enfin une montée des tensions militaires. D'un côté, les Américains ont fait passer par l'Europe du matériel militaire adressé à destination des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens demandent une aide, ont demandé une aide à l'Europe et aux États-Unis, et donc les États-Unis l'ont accordé. Aide financière, près de 100 millions de dollars, et du matériel militaire. Et en revanche, on le sait aussi, les séparatistes du Donbass ont demandé à la Russie de leur fournir également du matériel militaire et des armes pour faire face notamment aux drones militaires que possède l'armée ukrainienne et qui auraient été achetés en Turquie et dont l'efficacité serait avérée extrêmement efficace. Donc pour faire face à cela, donc, ils ont demandé à la Russie de leur fournir des armes. Il est clair que même si la Russie ne le dira pas officiellement, on sait que la Russie va également, en regardant la manière dont l'Ukraine s'équipe en armement, il est clair que la Russie aussi ne peut pas abandonner ses alliés séparatistes du Donbass et vont également accroître leur fourniture en armes. Maintenant, tout ça, ça va donner quoi? Eh bien, d'un autre côté, on a des acteurs qui essayent de privilégier la voie diplomatique. En tête de ces acteurs, on a les pays européens, en l'occurrence l'Allemagne et la France. Et là, malheureusement, il n'y a pas une même prise de position vis-à-vis de la Russie. Alors, l'Allemagne est pour la mise en œuvre de sanctions. Bon, c'est l'Allemagne d'Olaf Scholz. Angela Merkel n'était pas trop chaude pour la mise en place de sanctions. Mais ça, on le comprend. Pourquoi? Parce que, par exemple, je l'ai dit ici, la Russie est le principal fournisseur de gaz à l'Allemagne. Et sous Gerhard Schröder, qui était le prédécesseur de Angela Merkel, on avait mis en place ce projet qu'on appelle le projet d'oléoduc gazeux qui part de la Russie et qui va jusqu'en Allemagne, qu'on appelle le Nord Stream 2. Et le conglomérat qui gère justement ce gazoduc-là, germano-russe, c'est un conglomérat qui est dirigé par Gerhard Schröder. Et donc, derrière, Angela Merkel, comme en tant que filleule de Gerhard Schröder, n'était pas particulièrement chaude pour mettre en place des sanctions économiques qui impliqueraient le blocage du lancement de ce projet oléoduc qui est déjà terminé. Ouais. Et donc, on n'attend plus que la mise en œuvre. La mise en œuvre est terminée, on n'attend plus que le lancement effectif. Maintenant, d'un autre côté, donc les Russes, Olaf Scholz, lui, il a mis un peu d'eau dans son vin, il a changé de position. Olaf Scholz, c'est le nouveau. C'est l'actuel chancelier. Lui, il veut des sanctions contre la Russie, mais pas des sanctions contre l'État russe. Lui, il privilégie plutôt des sanctions contre certaines personnalités, donc Vladimir Poutine et ses proches. Mais on connaît que ce genre de sanctions, Vladimir Poutine est habitué à cela, ses proches aussi, et on sait que ce type de position-là n'a jamais eu d'impact considérable. Et donc, il est maintenant, au sein de sa coalition, les avis sont partagés. Certains sont pour le blocage de Nord Stream 2 parce que ce serait vraiment donner un coup dur aux finances russes parce que la Russie va gagner plus d'argent à travers ce projet-là. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont contre parce qu'eux, ils veulent faire un distinguo entre les problèmes politiques et les problèmes économiques. Pour eux, la crise ukrainienne est une crise purement politique et sécuritaire. Et donc, on ne doit pas mélanger l'aspect économique dedans qui pourra avoir un impact sur l'économie allemande et sur son industrie parce que l'Allemagne a besoin du gaz russe. D'un autre côté, on a la France qui, elle, privilégie plutôt la voie diplomatique. Et même aujourd'hui, il y aura encore une discussion téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. À l'issue de cette discussion-là, il est clair que Emmanuel Macron aura également, durant le week-end, une discussion avec Joe Biden. Les Américains, qui devaient saisir le Conseil de sécurité aujourd'hui pour demander aux Russes de clarifier leur position par rapport à l'Ukraine, ont donc décidé
de décaler cette saisine du Conseil de sécurité à lundi. Pourquoi lundi et pas mardi? Lundi, c'est le 31, c'est le dernier jour de la présidence de la Norvège. Et à partir de mardi 1er février, la présidence du Conseil de sécurité va aller à qui? À la Russie. Et donc, ils ne peuvent pas demander de saisir le Conseil. Ils ne peuvent pas demander, à la période où la Russie sera la présidente qui assurera la présidence du Conseil de sécurité, on ne peut pas saisir la Russie pour demander une réunion du Conseil de sécurité dans laquelle on va certainement prendre une motion contre la Russie. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'objectif des Américains, c'est d'essayer d'isoler politiquement la Russie en disant que vous voyez, un peu comme ce qu'ils avaient fait en 2014 où on avait saisi le Conseil de sécurité après que la Russie ait envahi la Crimée et il n'y avait eu qu'une seule abstention, la Chine, un seul non, la Russie, mais la plupart des autres membres, le reste des membres de sécurité, du Conseil de sécurité avaient voté en faveur de sanctions, avaient condamné plutôt l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, d'un point de vue politique et diplomatique, c'est un peu cette espèce d'effort-là que veulent reproduire les Américains pour ensuite, lors de la prochaine discussion entre Joe Biden et Vladimir Poutine, dire voilà, tu es isolé, la communauté internationale te tourne le dos en disant que ce que tu veux faire en Ukraine, en l'occurrence, n'est pas juste et n'est pas bien. Et donc, malheureusement, on le sait, on sait que Vladimir Poutine est ce qu'on appelle un tueur à sang fond, c'est-à-dire que lui, il n'est pas là dans l'émotionnel et quelle que soit l'issue du vote du Conseil de sécurité, on sait que la Russie a un droit de veto et donc cela ne pourra s'accompagner d'aucun effet qui ait un véritable impact sur la politique russe, notamment sur la question de l'Ukraine. Maintenant, évidemment, on sait qu'on a une petite fenêtre de tir aussi qui va s'ouvrir durant le mois de février. Pourquoi? Parce qu'en février, on a les Jeux Olympiques d'hiver. Or, Vladimir Poutine veut que cette période soit une période, comme la plupart des Jeux Olympiques, pour montrer la puissance de la Russie à travers les capacités, les prouesses athlétiques que les athlètes russes vont faire, et donc à travers les médailles potentielles que les Russes vont récolter. Et donc, Vladimir Poutine ne peut pas priver son peuple de participer à ces Jeux Olympiques-là. Donc, je pense que là, il va tout faire pour faire baisser la tension durant cette période-là. Et je pense que les Américains et les Français et les Occidentaux et les Européens de manière globale devraient saisir cette petite fenêtre de tir-là pour essayer d'accentuer justement les discussions entre Russes, Américains, Européens et Ukrainiens sur cette question justement de la crise ukrainienne. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on fait un tour en musique et dans quelques minutes on va retrouver René Ruth. Urban FM 104.5.